Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans les coulisses du Web3, j'ai la chance d'avoir Mathis. Salut Mathis. Salut Gary. Alors Mathis, tu es CEO de Zilli, anciennement Crew3. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant Zilli? Oui, carrément. Ouais, je suis le CEO de Zilli. Du coup, chez Zilli, on aide les entreprises à croître grâce à leur communauté. C'est un projet que j'ai monté avec Frédérica et Louis quand j'ai rejoint 42. En fait, pour remonter un peu en arrière, j'ai découvert le Bitcoin en 2015, donc sur un forum de hacking du Deep Web. Et ensuite, donc, j'ai étudié la finance à la Sorbonne. Et pendant que j'ai étudié la finance à la Sorbonne, j'ai bossé pour des startups, donc notamment une startup qui avait fait une ICO en 2018. Et après la Sorbonne, j'ai monté ma propre boîte et j'ai rejoint 42. Donc 42, c'est là où j'ai rencontré Frédérica et Louis. J'ai rejoint 42 parce que j'ai voulu faire de l'entrepreneuriat. Euh, et les boîtes qui m'intéressent le plus sont les boîtes tech. Et pour monter une boîte techno, c'est mieux de savoir coder. Euh, et, euh, et ouais, voilà, et 42, c'est là où j'ai rencontré Frédérica et Louis. Frédérica et Louis, c'est les cofondateurs de Zilli. Louis, c'était le codeur le plus rapide de la promotion, en tout cas le plus avancé. Il a fini le cursus en 6 mois. Et avec Frédérica, on n'était pas loin derrière. Et on a commencé à bosser à 42. On a vu que ça matchait bien. Et on a fini sur Zilli. Je peux détailler plus en détail. Je peux parler plus en détail de ce qu'on a fait avant Ouais, Zilli. carrément. Et alors, juste avant, tu parlais d'une ICO en 2018, c'était laquelle? C'était BTU Protocol. BTU Protocol, ok. Ouais, Qui était une sorte, je crois, de Airbnb décentralisé, c'est ça? ouais oui, Yeah. plus ou moins. C'est ça, ouais, ouais. Ok. Vous voulez Et ouais, donc, tuer, ouais. vous voulez tuer Booking. Oui, tu Booking. Bon. C'est la tagline. C'est ça, ouais. Ok. Bah ouais, revenons du coup sur l'idée de Zilli. Déjà, comment vous avez eu l'idée de Zilli? Sur Zilli, en fait, c'est un projet qu'on a monté pour nous-mêmes au début. Si on avait fait plein de projets, on évoluait dans le Web3 parce que on est passionné par les tech Web3, donc on a fait plusieurs projets. D'abord, c'était beaucoup AI parce que c'était fun, c'était au tout début de GPT-3. On avait fait des projets avec cette API et ensuite beaucoup de projets Web3, donc un transfert, un WeTransfer décentralisé, un Trello décentralisé, du NFT tooling. On shippait plein de trucs. Le but, c'était juste de shipper à fond sur Productance. Et voir ce qui marche, et ce qui marche pas, et découvrir les techs et voir ce qui nous plaît en fait. Euh, et en fait, pendant qu'on bossait sur un jeu blockchain, on a réalisé à quel point c'était primordial d'engager sa communauté pour grossir, pour co-construire le produit. Et, euh, et on a regardé ce qui était dispo sur le marché. Et on a vu que les gens utilisaient des Google Forms pour créer des tâches, pour engager leur communauté dans Discord. Et on a essayé ça aussi. Et après une semaine de ce système, on était fatigué. Et on s'est dit, on peut faire quelque chose de beaucoup plus fun pour les contributeurs et beaucoup plus scalable pour les community managers. Euh, Et d'ailleurs, moi, ça fait penser, en 2018, tu vois, j'avais participé à l'ICO de Paymium, qui lançait blockchain.io. À ce moment-là, je bossais là-bas, et qui avait utilisé, je crois, un outil qui s'appelait Viper, si je dis pas de bêtises, pour un peu incentiver la communauté. C'est ça, hein, c'est Viper? je sais même pas. Parce que aujourd'hui, en tout cas, ça n'existe plus. Oui. Peut-être, ouais. Yes. Et donc, comment ça s'est passé quand vous avez eu l'idée? Comment vous avez réussi à avoir déjà un minimum de traction? Vous avez commencé à développer des fonctionnalités et vous avez trouvé des projets ensuite sur lesquels tester Zilli? Ouais, carrément, comment ça s'est passé en fait on a développé le produit pour nous-mêmes sur une communauté à nous. On s'est dit, on va faire un truc qui marche pour les développeurs, donc un système de tâches gamifié par sprint, comme Linear, Trello ou Jira, mais on le rend fun. On l'a lancé sur notre communauté à nous, on a vu que ça marchait bien. Et du coup, en fait, j'ai eu des potes qui m'ont dit, ouais, j'aimerais bien utiliser l'outil, le tester. Donc, on l'a release en bêta privée. On a aussi, je fais des posts LinkedIn où j'ai vendu le truc. C'était à l'époque, à la fin du bull market, où je disais aux gens, bon voilà, c'est la technique avec laquelle on a eu du succès dans le Web3. Le succès, en fait, c'est de leverager ta communauté correctement. Et pour faire ça, en fait, tu as besoin du bon outil. On a lancé sur Product Hunt. Donc, quand on a lancé en private beta, on est sorti en public beta sur Product Hunt. On avait 15 communautés actives et 10 000 monthly active users. Donc, voilà, de notre réseau personnel, de LinkedIn, etc. Ok. Et ensuite, ça a bien marché parce qu'en fait, il n'y avait pas de moyen d'engager ta communauté at scale sur le marché. Et notre produit il est rapidement devenu un must-have pour toutes les communautés dans le Web3. Et le secret du succès, c'était network effect, self-service et le produit en lui-même, quoi.
Et maintenant, on est une des plus grosses apps du Web3 en termes d'active users. Yes. Alors, pour venir sur le produit, hein, donc l'idée, c'est que tu es un projet blockchain, tu veux faire engager ta communauté, tu vas lui demander de faire des actions et en échange, tu vas la récompenser avec du token, par exemple. C'est ça, c'est à peu près ça. Ouais, ouais. Et en fait, t'as pas besoin d'être forcément un projet blockchain. C'est n'importe quelle boîte au monde qui a envie de grossir, de co-construire un produit, d'engager ses consommateurs, que ce soit pour faire un programme d'ambassadeur ou pour fidéliser tes clients. Ce que tu veux, c'est engager ta base d'utilisateurs ou ta base d'utilisateurs potentiels pour faire croître ton business la plupart du temps. Pour faire ça, dans le produit, on fournit 3 solutions. Un système de sprint gamifié, un système d'automatisation des workflows et des insights data. Donc le sprint gamifié, c'est ce dont tu parlais. Tu as un objectif, une semaine ou 2 semaines, un momentum, où tu dis, OK, l'objectif de ces 2 semaines, c'est accroître notre visibilité sur Twitter. À la fin des 2 semaines, il y a un leaderboard qui dit, OK, qui a fait le plus de tâches pour atteindre cet objectif. Et après, tu rewards les gens avec des tokens si tu as envie. Mais avec des coupons ou avec des points Galerie Lafayette, ça marche aussi bien. Tu peux donner ce que tu veux en reward. Ça peut être même pour un SaaS, des crédits à l'intérieur d'un produit. Et après, voilà, on va vérifier automatiquement les tâches qui ont été faites cross-platform et on va te fournir de la data sur ce qui marche pas dans ta stratégie, sur les personas à l'intérieur de ta communauté, sur les superstars de ta communauté pour t'aider en fait à croître encore plus rapidement sur le sprint d'après. Ok. Et du coup, les deux autres, c'est ça ou enfin, il y a deux autres. Ouais, ok. Oui, c'est ça, Automated Workflow, c'est on valide des tâches cross-platform et après Ok. la data, on te dit en fait c'est qui les superstars de ta communauté. Ok. Et c'est intéressant parce que, en fait, vous avez capitalisé, on va dire, sur la niche blockchain pour faire connaître le pays, qui est le produit et qui est vraiment cet effet un peu boule de neige. Et maintenant, vous vous attaquez plus seulement au Web3, à la blockchain, vous visez un peu tous les business, en fait. Carrément. En fait, on s'est rendu compte, tu vois, maintenant notre plateforme est utilisée par 4000 boîtes actives tous les mois, donc que ce soit des boîtes Web2 comme LVMH, Renault, Michelin, qui sont rentrées par la porte Web3 le plus souvent, mais aussi des boîtes Web3, un Polygon, etc. Et on se rend compte que tous les business au monde double down sur la communauté parce qu'on shift vers une nouvelle ère où les barrières à l'entrée tech, elles sont en train de disparaître, où les coûts d'acquisition, ils augmentent énormément et où l'attention de la nouvelle génération, elle shift des médias traditionnels, la télé, la radio, aux communautés, au monde du gaming. Et après, je peux détailler un peu, si tu veux, en détail ces 3 paradigmes. Mais d'abord, les tech barriers are falling. En fait, surtout dans le monde du Web3, tu peux forker un projet en un clic. C'est ce que tout le monde fait d'ailleurs en bull market. Tu forques un projet et tu deviens millionnaire rapidement, quelques jours comme ça. Ça, faut quand même trouver un nom. Ouais, ouais. C'est pas que dans le monde du Web3 en fait. Dans l'intelligence artificielle, tout le monde utilise la même API en ce moment pour faire des wrappers et ils lèvent des millions avec ça. Donc en fait, les barrières tech, elles sont en train de baisser énormément, elles sont de plus en plus faibles et quasiment non existantes à un moment. Et la vraie barrière à l'entrée, c'est en train de devenir la base utilisateur. Aujourd'hui, tu peux reproduire Notion assez facilement techniquement. En revanche, la communauté de Notion qui crée des templates, qui partage du contenu en ligne, ça, tu ne pourras jamais le reproduire. Et c'est la barrière à l'entrée de Notion. Ensuite, les coûts d'acquisition, ils augmentent énormément. Google Ads, Facebook Ads, ça explose et ça est en train de tuer plein de business, pas que dans le e-commerce. Et les business, ça le comprennent, donc ils en ont marre de ce système-là ads-driven et ils cherchent des alternatives. Et même plutôt qu'avoir des nouveaux clients, ils cherchent des solutions pour garder les clients existants et leverager ces clients-là pour amener plus de business. Et enfin, le troisième point, c'est que l'attention, en fait, surtout de la génération Z, elle passe de moins en moins de temps devant la télé, de plus en plus de temps sur TikTok ou dans des communautés de gaming ou sur Roblox. Et si tu veux, en fait, atteindre, targeter ces personnes-là, en fait, il va falloir que tu fasses de la communauté. Et ces 3 raisons-là nous poussent à fournir notre service, pas que dans à des boîtes blockchain, en fait. Et c'est un peu le marché qui nous a poulé, qui nous a tiré vers ces boîtes-là. Hein. Donc aujourd'hui, ça peut être des marques, des communautés de gaming, ou même des SaaS ou du e-commerce. Et tu parlais par exemple de Renault ou de grands groupes un peu de marques traditionnelles. C'est eux qui vont vous voir aujourd'hui pour se créer un compte Zilli et engager leur communauté, ou il y a quand même un effort de démarchage de votre part, ou par votre notoriété, c'est vraiment que de l'inbound?
Non, nous, on fait pas du tout d'outbound. Après, c'est pas nous qui allons les chercher, c'est de la recommandation produit. En fait, depuis le début, sur le côté business, on n'est pas beaucoup déjà dans l'entreprise, on est 11, hein. Sur le côté business, on n'est vraiment pas beaucoup. Donc, on n'a pas du tout le temps de faire d'outbound. La majeure partie de notre croissance, c'est la community-led growth et la product-led growth. Donc, community-led growth, c'est notre communauté qui recommande le produit. On a une communauté de community managers, une communauté de contributeurs Zilli qui ramènent d'autres utilisateurs. Et après, il y a product-led growth, donc c'est la viralité qui est dans le produit. Les gens utilisent Typeform parce qu'ils ont répondu à un Typeform, mais qu'à la fin, il y a marqué Made by Typeform, crée ton Typeform. C'est un peu la même chose avec Zilli. Les gens font des quêtes et ils disent OK, ouais, je peux l'utiliser. Et ces grands comptes, ils arrivent par les agences, en fait. Parce que les agences, elles font partie de notre communauté, elles utilisent notre produit. Elles voient que ça fonctionne et elles recommandent le produit à leurs clients. Et en fait, ce qui est en train de se faire, c'est des sortes de Google Ads Agency, mais c'est des Zilli Agency. Il y a plein d'agences qui ont découvert dans les années 2000 que Google Ads fonctionnait. Tu as Gary Vaynerchuk qui te dit toujours « Ouais, j'étais dans les premiers à faire du Google Ads et ça valait rien et ça marchait très très bien. » Et en fait, il y a plein d'agences qui se sont mis, qui font du Google Ads et qui font des millions de chiffres d'affaires. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des agences qui font du Zilli, Zilli Engagements. Et ouais, on a de la chance que ce soit bottom-up, comme on dit. Yes, Zilli a le service. Et donc, tu parlais d'agences, vraiment d'agences Web3. C'est quoi, par exemple, les agences qu'il y a en France qui vont systématiquement recommander Zilli pour leurs clients là. Ouais, je sais pas si je dois les name dropper, mais si tu veux, en termes de pourcentage, je dirais que c'est 80% des agences françaises de Web3 qui ont des clients, des gros clients, qui connaissent Zilli et qui potentiellement le proposent en solution. Ils vont pas dire ouais, prenez Zilli, mais ça c'est toutes les solutions et vous avez le choix. Et les gens choisissent Zilli. Ouais. Et tu parlais du coup de community-led growth en termes d'acquisition. La communauté qui fait justement, qui parle de Zilli auprès de son entourage, est-ce que ils sont rémunérés pour ça ou ils le font entre guillemets par volonté, par kiff en fait? Ouais, non, c'est la règle basique de la recommandation. En fait, tu sais, en général, tu recommandes quelque chose parce que c'est une preuve de statut social. Il y a quelque chose d'apporte, en fait. Tu dis, ouais, tu connais quelque chose, tu as envie d'apporter quelque chose à quelqu'un, donc tu le recommandes, tu sais que c'est bon. C'est la recommandation basée sur les incentives financiers, en fait. Fondamentalement, ça fonctionne pas. Ils recommandent le produit parce que le produit, il est bon. Et ouais. Ok. Et en termes de... On n'a pas dépensé un seul dollar de marketing, en fait. Je l'avais oublié. Mais oui, voilà. En fait, on a dépensé $0 de marketing depuis notre début, il y a 1 an et demi, pour acquérir ces 4000 communautés actives et maintenant ce million de monthly active users. Ouais, donc vous avez utilisé la stratégie, le marketing, c'est le produit. Ouais, exactement. Et la communauté, pour le coup. Et la communauté, ouais. Et aujourd'hui, donc, j'imagine que pour commencer, au tout début, les clients n'étaient qu'en France et maintenant, c'est vraiment dans le monde entier. En vrai, on a eu la chance d'être international by nature parce qu'en fait, on fait du Web3. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, tu vois, les major business, ils viennent en premier des États-Unis, ensuite de France parce qu'on est français. Et après, le reste, ça représente la liste du PIB mondial en termes de ranking. Et les utilisateurs, pareil. Je crois qu'on a un utilisateur dans chacun des pays du monde. Ok, énorme. Et comment ça s'est passé? Parce que donc, le business model, hein, pour revenir sur le business model, j'imagine que c'est un SaaS, donc les utilisateurs payent tous les mois. D'ailleurs, avec le bear market, est-ce qu'il y a j'imagine, des projets qui auraient été d'engager leur communauté parce que finalement, ils n'ont plus de projets, plus de communauté ou voilà. Et est-ce que avec le bear market aussi, vous avez quand même des nouveaux projets que vous onboardez? Alors, moins en rapport finalement avec la crypto et la blockchain, puisque tu disais, maintenant, vous adressez en fait à toutes les marques et pas seulement la blockchain, ouais. Ouais, carrément. Et oui, c'est un SaaS. En fait, les manières de monétiser, la première qu'on développe, c'est un SaaS. Et effectivement, c'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, déjà, on a vu plein de boîtes mourir. Là, c'est maintenant que les boîtes sont en train de mourir parce que les gens, ils ont levé il y a 1 an et demi, 2 ans. S'ils sont... ça dépend combien ils ont levé. C'est vrai qu'il y avait des levées assez grosses. Mais là, en fait, les boîtes commencent à mourir. Et elles vont mourir dans la prochaine année. Donc, on en a vu... parmi nos utilisateurs payants des gens qui carrément ils ferment leur boîte, quoi. Et après, en termes, c'est pas quelque chose de négatif pour nous que les gens ils n'arrêtent pas vraiment d'essayer de croître, parce que c'est juste qu'ils vont avoir pas beaucoup d'argent ou alors qu'ils vont carrément stopper leur business.
Mais fondamentalement, on a plein de business où le bear market, c'est pas mauvais pour nous parce que justement, les gens, ils double down sur des moyens de grossir et le meilleur moyen de grossir, c'est Zilli. Donc, en fait, ils viennent sur la plateforme. Après, effectivement, il y a quand même une croissance, on le voit, de nouveaux projets qui est moindre, en tout cas dans le Web3. Il y a beaucoup moins de nouveaux projets que pendant le bull market. Ça, c'est sûr. C'est clair. Et après, maintenant, on a une croissance des projets en dehors du Web3. Après, évidemment, maintenant, le bear market, si tu veux, faut pas non plus faire la girouette. En fait, faut pas se dire, ouais, voilà, il n'y a plus de projets dans le Web3, enfin, ou c'est mort, c'est le bear market, du coup, on va ailleurs. En fait, il faut être bien positionné pour le bull market, le prochain bull market. C'est comme ça que ça fonctionne. On le sait tous maintenant. Donc, ne partez pas, quoi. En fait, si OpenSea s'était dit, ouais, il n'y a pas beaucoup de collections NFT qui se produisent, on arrête notre projet, ils n'auraient jamais pété comme ils ont pété, en fait, au dernier bull market. Et d'ailleurs, enfin, c'est quoi les plus gros projets Web3 avec lesquels vous bossez? Donc, tout à l'heure, je crois que tu parlais d'Uni, d'Uniswap, par exemple, je sais pas, OpenSea, par exemple. Ouais, Polygon, Avalanche, des blockchains, ouais. Ouais. Et en termes par exemple, de marketplace, je sais pas, OpenSea, ouais, Uniswap, genre de choses, DYDX. On ne travaille pas avec des marketplaces. Ok. Et du coup, vous n'avez pas pensé à avoir vraiment un biz guy, vraiment un business développeur pour aller démarcher les grands comptes comme cela Non, parce que en fait, c'est comme Amplitude, maintenant, ils passent en product-led growth, ils essaient d'éviter les sales enterprise. Et en fait, à partir du moment où tu commences ce type de motion, en fait, t'en reviens jamais. Parce que c'est trop facile d'envoyer un mec avec son téléphone qui va signer des contrats, l'argent il rentre, c'est à peu près rentable, ok. En fait, une fois que tu pars dans ce sales-led motion, tu reviens jamais de ce système-là. Donc, il faut le faire le plus tard possible. Yes. Et en fait, c'est un peu comme développer un business tech et ne pas développer un business tech. Tu vois, la scalabilité infinie de la tech, c'est tellement excitant. Et c'est un peu comme comparer en fait le sales-led and bottom-up motion spy. D'un côté, tu as le truc un peu ancien ça te demande beaucoup de ressources en fait pour arriver à des objectifs faramineux. Et de l'autre côté, tu as ce truc un peu magique qui peut scaler automatiquement. Donc en fait, si tu peux rester sur le bottom-up le plus longtemps possible, après, c'est assez limite parce que faut quand même aller chercher des nouvelles verticales de croissance, etc. Forcément, tu as des plateaux, mais comme toutes les plateformes, en fait. Mais non, aujourd'hui, le but, on n'est pas vraiment à ce stade-là, peut-être dans 3 ans ou dans 2 ans, quand on veut signer beaucoup plus de contrats. Mais aujourd'hui, les gens souscrivent sans qu'on ait besoin d'aller les chercher. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup plus de revenus que ça aujourd'hui. Ouais, autant rester comme ça. Et je me demandais d'ailleurs, parce que donc vous avez commencé par le secteur de la blockchain, donc j'imagine que vous avez vraiment des fonctionnalités dédiées à la blockchain. Est-ce que ces fonctionnalités, elles n'entravent pas la compréhension du produit par les projets non blockchain? En réalité, les fonctionnalités de blockchain qu'on a ajoutées, c'est offrir un NFT. Donc, c'est offrir un digital asset. Ok. En fait, la technologie Web3, on le voit comme une technologie, quoi. Donc, c'est comme l'intelligence artificielle qu'on utilise dans la plateforme. Bon, en fait, que ce soit Web3, pas Web3, AI ou pas, il n'y a pas non plus énormément de complexité à comprendre. C'est un type de reward, c'est un type de récompense, que ce soit un coupon, un digital asset ou n'importe quoi d'autre, ça change pas grand-chose. Après, on laisse l'option aux gens de se connecter avec leur email ou avec ce qu'ils veulent. Et en fait, si tu n'as pas envie d'utiliser la blockchain, fondamentalement, à part la homepage où tu vois beaucoup de projets Web3, il n'y a pas beaucoup plus de Web3 techniquement pour l'utilisateur. Ok. Et vous êtes les leaders aujourd'hui sur votre marché d'ailleurs, où il y a des concurrents quel produit moi je vois? Peut-être Collabland, ils font un peu ce que vous faites, ou Galaxy? Oui, Galaxy, oui, mais Collabland, c'est plus du token gating. Donc, ils vont gater les gens dans Discord à partir d'un token, quoi. Galaxy, c'est des concurrents qui sont là depuis bien, bien avant nous. Ils ont créé je crois, en 2017. Et maintenant, on est à la même hauteur que Galaxy. Voilà, on les a rattrapés alors qu'ils ont quand même levé entre 10 et 15 millions. Ils sont 45. Et c'est la puissance du bottom-up motion, typiquement. En fait, ils ont des sales accounts, ils ont des account managers. Donc, si tu veux créer ta communauté sur Galaxy, il faut que tu remplisses un form. Ensuite, soit il t'autorise, soit il t'autorise pas. Si tu es autorisé, tu vas avoir un account manager, il va te faire tes campagnes, etc. Et Galaxy, aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus vieux que Ziggy, ouais. Okay. Le concurrent majeur, je dirais. Après, c'est pas exactement la même chose. Ils ont
copié quelques features récemment. Ok. Mais en fait, si tu veux, ils utilisent ce système de quête pour créer une blockchain, une sorte de base de données que les gens peuvent utiliser pour faire du marketing, qui est vraiment différent de ce qu'on est en train de faire nous, quoi. Ça marche. Et c'est parce que donc, vous avez levé des fonds, hein, vous avez levé 3,5 millions en avril 2023. Jusque-là, vous étiez donc autofinancé. C'est le cas, ouais. Oui, enfin, on l'a annoncé un peu plus tard, mais oui, c'est au tout début, on s'était autofinancé. Après, on a levé assez rapidement. Ok. Quand tu dis vous avez levé, du coup, vous avez levé à quel moment pour la première fois? Ouais, c'était quelques mois avant, en réalité. Ok. Ouais. Et au début, c'était autofinancé, il n'y avait pas grand-chose à financer. On a eu de la chance. Bah, c'est pour ça que j'ai rejoint 42 et que je fais du business dans la tech, c'est qu'on peut monter un business sans investir beaucoup. Et après, ce qui a coûté très cher, et heureusement qu'on avait levé, et on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas, levé, c'est juste les coûts de serveur deviennent énormes, hein. Plus tu as d'utilisateurs, plus ça coûte cher, surtout qu'il y a un moment où tu as une problématique où tu veux que la plateforme elle soit stable. Donc, tu payes des services qui te permettent de détecter d'où viennent les bugs. Et ça coûte très très cher. Datadog. Yes. Ouais, c'est vrai que Datadog, c'est pas donné. Et c'est vrai parce que moi, quand j'ai vu la levée, alors, ouais, comme tu dis, la levée, finalement, elle a été effective un peu plus tôt. Mais je me suis dit, c'est fou parce que Zilli, j'ai l'impression que c'est vraiment un des. Alors, pour recontextualiser, on est en plein bull market. Il y a plein de boîtes qui lèvent des dizaines de millions d'euros sur des propositions de valeur sans produit, sans chiffre d'affaires. Et à côté de ça, on a justement Zilli qui est un peu l'outil utilisé par tous les produits Web3 et qui lève entre guillemets, j'allais dire que 3,5 millions, alors que qu'il y a une vraie proposition de valeur, tu vois, un vrai business. Est-ce que c'est lié aussi au timing ou parce que vous ne vouliez pas lever plus ou parce que voilà, si vous aviez levé, je sais pas, un an avant, en plein 2021, ça aurait été plus simple. Ouais, non, il y a plusieurs facteurs. Le facteur premier, c'est qu'on n'a pas besoin de plus. Quoi. Déjà, avec 2,5 millions, là, on a encore plein de runway. On a fondamentalement pas besoin de plus d'argent. Après, les autres facteurs, c'était la fin du bull market, évidemment. Et en fait, c'est vraiment un point de vue d'un mec qui est dans le Web3. Parce que quand j'ai dit que j'ai levé 2,5 millions, un gars qui fait de la levée classique que je connais, il m'a dit 2,5 millions, mais t'as quoi il y a combien d'utilisateurs, combien de revenus? Bah rien, enfin, on a 10 000 monthly active users, 15 communautés actives, on fait pas de revenus. Mais comment c'est possible? Enfin, c'était hors norme pour lui. Il ne croyait pas en fait. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, quand vous avez levé, vous n'aviez pas encore autant d'utilisateurs que maintenant. C'était vraiment un peu le début. Hein. Ouais, c'est quand on a lancé sur Product Hunt, 15 communautés actives, 10 000 monthly active users. Et oui, c'était ça en avril 2023. Ouais. Ok, je pensais que c'était plus ancien que ça, effectivement. Zilli. Et c'est intéressant parce que donc, du coup, au début, vous appeliez. Ouais. Et vous appeliez Crew 3. Et donc, vous avez changé en Zilli. C'est quoi la raison? C'est parce que Crew 3 en anglais, c'est un peu difficile à prononcer ou. Bah oui, tu vois, la preuve, même on dit Crew 3 maintenant, alors que peut-être si on était un podcast en anglais, on dirait Crew 3. Ouais. Et oui, c'est compliqué à dire en anglais, mais c'est pas la première raison en réalité, c'est plus parce que Crew 3.xyz, ça faisait vraiment Web3. Et on s'est fait tirer vers le marché traditionnel, en fait, le marché du Web 2. Il y a de plus en plus de boîtes du Web 2 qui est utilisée, donc on s'est dit pourquoi avoir une identité Web 3 quand c'est une plateforme en fait qui peut être utilisée par n'importe qui au monde. Carrément. Et pour revenir un peu sur le parcours, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant, les échecs que vous avez rencontrés si on a eu. Ouais, en termes de difficultés, je pense, bah déjà, tout ce qu'on a fait, ça aurait pas pu arriver sans Frédérica et Louis et les bons recrutements qu'on a fait. C'est vraiment une performance d'équipe, quoi. Parce que c'était très très dur de scaler une application qui a une partie business, un SaaS, mais une partie aussi consumer, jusqu'à 1 million d'utilisateurs actifs. En fait, pourquoi les gens ils construisent des SaaS? Parce que les SaaS, en fait, tu as très peu d'utilisateurs. Tu vois, le nombre de personnes qui utilisent un SaaS, en général, tu vas avoir 10 000 utilisateurs, tu vas pouvoir déjà faire des millions de chiffres d'affaires. Quand tu as une plateforme un peu consumer, il y a beaucoup plus d'utilisateurs et techniquement, ça n'a rien à voir. Techniquement, ça prend beaucoup plus d'énergie. Le moindre bug, les gens vont se retrouver dans le Discord d'une communauté. Donc ouais, vrai challenge, c'est scaler tout à 1 million de monthly active users. Au tout début, après le Product Hunt, c'était très dur pour nous de faire des décisions produits.
En fait, on avait une base d'utilisateurs super engagés qui s'arrêtaient jamais de demander des features. Et par exemple, ils nous demandaient au début un white label solution. Et ils étaient prêts à payer pour ça, tu vois. Ouais, on veut en fait utiliser votre système de sprint en white label. On n'a pas envie qu'il y ait marqué Crew 3, etc. évidemment. Euh, et, euh, et on l'a pas fait. En fait, nous, on est plus drivé par ce rêve d'avoir 1 milliard d'utilisateurs sur la plateforme, de créer une vraie plateforme consumer. Et donc, on a décidé de ne pas faire sa white label solution et de double down sur le network effect de la plateforme. Je suis reconnaissant qu'on l'ait fait parce que c'était une bonne décision. Typiquement, c'est ce qui a fuelé toute notre grosse jusqu'à aujourd'hui. C'est le network effect, la product-led growth de la plateforme. C'était une décision pas facile à faire parce que c'est au tout début de la boîte quand on te dit ouais, d'un côté tu peux faire des revenus et de l'autre côté tu construis ton truc et personne ne te paye. Et souvent les gens qui sont autour de toi ils vont te dire fais du revenu, tu vois. Surtout si c'est des VC français ou ils vont te dire vaut mieux faire du revenu ou soit fais quelque chose proche de la profitabilité. Bon après ça dépend évidemment des investisseurs. Donc ça c'était quelque chose et après juste après les white label requests, après on a eu des requests qui étaient différentes, mais qui étaient des bonnes features pour le coup. C'est les automatisations, valider les tâches automatiquement, et les analytics pour faire du reporting, pour comprendre ce qui marche pas. Et ça, on a shippé, ça marche bien. Et ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur ces 2 points, le premier, je trouve ça hyper intéressant parce que ça a été une vraie décision marketing, stratégique, vraiment difficile à prendre. Parce que en gros, hein, ce que je comprends, c'est que les tâches sur Zilli, elles doivent être complétées directement. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis Renault. En fait, je vais créer dans Zilli une page dédiée à Renault dans laquelle ma communauté va devoir aller pour compléter des tâches. Ouais. Et ce que demandait finalement la communauté, c'est de dire, moi, cet encart, je le veux sur ma propre page à moi, de mon propre site. Limite, ça peut être un widget, ça peut être une page entière. Mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu cet effet de réseau. Comme quand, je sais pas, au tout début, quand on envoyait un mail avec l'iPhone, il y avait marqué envoyé depuis mon iPhone. C'est un peu le même principe, quoi, pour faire Exactement. Et c'est dur et évidemment, quand tu as peu d'effets de réseau, tout le monde te dit ok, bah, je suis prêt à payer, prends mon argent, prends mes 30, 40 ou 50 euros par mois ou même 1000 euros par mois, parce qu'à l'époque, on parlait quand même de chiffres intéressants. Mets-le à ma marque, tout le monde veut le faire. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment on appelle ça la unstoppable flywheel, parce qu'en fait, les communautés qui se lancent, elles partagent leur page Zilli en fait sur les réseaux sociaux partout, et elles ramènent leur communauté, leurs utilisateurs sur notre plateforme. Donc littéralement, c'est les communautés qui font toute l'acquisition pour nous sur l'effet de réseau qu'on a. Et après, les membres, en général, environ 40%, entre 40 et 50% des membres, ils font 100 tâches en moins d'une journée quand ils rejoignent la communauté. Et en fait, ces tâches-là, souvent, c'est du gros. Et du coup, ils vont amener d'autres utilisateurs sur la plateforme. Ces utilisateurs, ils vont aller dans d'autres communautés. Et en fait, ça fait cet effet vertueux. Ou si tu restes sur notre communauté, sur notre plateforme, si ta communauté elle reste active sur notre plateforme, en général, tu vas grossir juste parce que Zilli est en train de grossir aussi. Et c'est hyper intéressant parce que je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, mais finalement, il y a un peu un côté réseau social, en fait. Oui, carrément. Ouais, parce qu'en fait, tu mets ta page, je sais pas, ton Linktree, ton LinkedIn, ton Twitter, et tu mets ton Zilli pour... Ouais. Exactement. Ok. Et c'est exactement ça. C'est comme on voit les choses. Et tu as les call to action Zilli, Twitter, Discord, Reddit, YouTube. Demain sur Twitch, tu vas voir des créateurs mettre leur lien Zillico. Et par rapport au deuxième point dont tu parlais, l'automatisation, enfin les tâches qui sont validées automatiquement, c'est quoi? C'est fait via de l'IA ou pas du tout? C'est juste fait en fait en se connectant, je sais pas, à Twitter, Instagram, etc. et voir si le tweet a vraiment été posté par exemple, ou si le post a vraiment été posté sur Instagram. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs steps de validation automatique, évidemment. On ne fait pas de l'IA aujourd'hui. Mais à long terme, pourquoi pas, hein. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est se connecter à des API, valider les tâches sur différentes plateformes. Si l'API elle est publique, on peut l'utiliser. Et si c'est privé, si c'est une application privée, c'est un peu traquer les événements qui ont été faits, quoi. Et les gens vont le faire eux-mêmes dans leur application. Donc si toi, tu as un jeu vidéo, tu peux demander aux gens de faire des quêtes Zilli et les rediriger vers ton jeu et ramener des utilisateurs comme ça, quoi. Ok. Et toi, c'est quoi ton rôle aujourd'hui chez Zilli? J'imagine que tu ne développes plus. C'est quoi? C'est vraiment gérer la stratégie, les équipes? Ouais, après, on est une petite équipe, donc c'est recrutement,
parler aux investisseurs quand il faut parler aux investisseurs, que ce soit levé ou update. Et maintenant, ça va être croissance. Croissance aussi, ouais. Développer des nouvelles verticales. Euh, Et c'est quoi la roadmap produit pour les prochains mois, années? Ouais, bah après, c'est un milieu concurrentiel et en plus, on est franco-français, les seuls qui. Ouais. Beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast. Yes. La plupart, à mon avis, 50%, ça va être des concurrents, donc je peux pas tout dire, évidemment. Ce que Yes. je peux dire, c'est que en fait, on a fait un rebranding et que dans ce rebranding-là, il y a une grosse partie qui est supprimer de la dette technique pour faire en sorte que notre application est scale. Donc, en fait, là, on est là-dedans, on a rebrandé une partie de la plateforme, que ce soit dans le front ou dans le back-end de l'application. Et l'idée, c'est de finir ça, de supprimer toute la dette technique de la plateforme. Après, en termes de fonctionnalité, je ne peux pas en dire beaucoup parce qu'on a plein de learning. Et on a déjà vu des gens s'inspirer de la plateforme de Zilli, ce qui est gratifiant. Hein. Mais en fait, on a tellement de learning grâce à la data qu'on a, les interviews. Enfin, on connaît plein de trucs que les gens ne savent pas forcément, que c'est dommage de juste dropper la roadmap. Même si on sait qu'on a une capacité d'exécution robuste. Ouais, j'en doute pas. Et sur un autre sujet, tu as une anecdote à partager depuis le début de Zilli Une anecdote à partager sur Zilli. Ouais, Kobalade a utilisé Zilli. Marrant, non? Yes. Marrant. Ça a dû faire drôle quand vous avez vu son nom en base de données. Yes. Ouais, marrant. Trop cool. Bah, je te propose de conclure, Mathis. Déjà, est-ce que tu peux en dire un peu plus peut-être sur les prochaines actualités de Zilli? Bah, on recrute. Prochaine actualité de Zilli, on recrute des front-end engineers. On recrute. Bah, tu parlais d'un profil business. Ce sera pas un sales, mais ce sera plutôt un gros. S'il y a quelqu'un qui aime faire de la grosse, qui est un peu acquis, qui aime mettre les mains dans le cambouis, qui a envie de participer dans une startup qui croit fortement. Côté hiring, ça c'est intéressant. Après les autres news, bon bah, vous verrez ce qui sort. J'ai pas grand chose à dire en réalité. Nous on préfère exécuter qu'annoncer les choses avant qu'elles soient live quoi. Yes, ça marche. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer aujourd'hui un projet dans la blockchain? Moi, ce que j'avais fait, c'est des hackathons. En fait, que ce soit un projet dans la blockchain ou pas, mais dans le Web3, il y a vraiment un univers du hackathon où en fait, il y a des sponsors de malades parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour amener des utilisateurs, c'est trouver des nouvelles personnes motivées pour construire des nouveaux produits sur leur protocole, sur l'infra, etc. Donc, si tu as envie de créer un projet dans la blockchain, tu vas juste enchaîner les hackathons. Il y a des hackathons de tout type, que ce soit IS, les hackathons Ethereum, mais en fait, tu as plusieurs techs, et même à l'intérieur des hackathons Ethereum, tu as IPFS, NFT, DeFi, donc juste enchaîne les hackathons, travaille avec différentes personnes, vois les techs qui t'intéressent. C'est pas parce que tu as envie de faire un truc sur la blockchain que la DeFi t'intéresse. Enchaîne les hackathons, trouve une bonne équipe, tu verras avec qui ça matche bien, qui ça matche pas. Tu verras aussi les skills essentiels pour monter ton app, ton MVP, qui est utile, qui n'est pas utile. Donc ouais, meilleur conseil, enchaîner les hackathons. T'as pas forcément besoin de savoir coder, mais par contre il faut que tu amènes quelque chose à hackathon, et peut-être tu vas te rendre compte aussi que il faut que tu développes des skills que t'as pas pendant que tu feras cet hackathon là quoi. Ouais, c'est un super conseil. Et c'est vrai que les hackathons, ça peut être un super moyen de tester, entre guillemets, la compatibilité avec une équipe. Parce que c'est quelque chose d'assez intense sur une très courte échelle de temps. Donc ouais. Grave, et trouver des idées de projet et financer le projet au début. Et si tu as un MVP à peu près qui fonctionne bien, tu peux lever des fonds si le projet est intéressant. C'est un tremplin en vrai. Ouais, let's go. Yes, super. Super conseil. Merci beaucoup, Baptiste. Merci Gary.